Bienvenue à vous, content de vous retrouver. 71e, 71e, c'est comme ça qu'on dit dans l'Hexagone, je pense. 71e, chez nous, le 71e funeste Fred, 71e, c'est comme ça qu'on dit chez nous en Belgique. Et tout de suite, notre texte d'ouverture, premier texte, et allez savoir, premier motif de désabonnement, sous nos conditions atmosphériques, ou pas même en général, premier texte, premier motif de désabonnement, ça ira mieux, avec ma feuille, la bonne feuille, dans le bon sens, et mes lunettes. Cette histoire, oui, elle commence un beau matin de juillet. Ce texte a été aussi une chanson. Peut-être allez-vous facilement identifier son auteur. Il a interprété à un moment lui-même cette chanson. Oui, ça ne doit pas être très difficile. Ce sera encore plus facile en regardant en partie, si vous regardez en dessous en partie description, fatalement en description, là où vous aurez comme d'hab toutes les références pour les auteurs, les bouquins dont il sera question. Alors, dans l'hypothèse où vous ne l'auriez pas encore identifié, notre auteur, je vous révèle, je vous le dis. Voilà, je vous dis qui c'est après lecture. Et lecture qui commence un beau matin de juillet. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné, dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qu'il passe, qu'il arrive sur le boulevard, sans retard, pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on est là pour voir le défilé, on n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde, sinon, plus tard, quand la reine, quand la reine reviendra, ma parole, nous, on ne reviendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première, on est sorti très à l'aise. Et voilà. J'ai eu l'idée, Julot, de le ramener chez moi, mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. J'ai compris, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu pour faire une petite belote, on est là, on n'est pas là pour se faire assommer, on est là pour la fête à mon pote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ce serait d'une tristesse pas incroyable. Ouvre ta porte et sors tes verres, ne t'obstine pas ou sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus, du tout. Ma femme a cogné, si dur, cette fois-là, qu'on a trépassé le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit, devant monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé. Et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire renvoyer, on est mort. Il est temps qu'on rigole. Si vous jetez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien. Mais nous, on se barre. Et puis on est descendu chez Satan. Chez Satan, et là-bas, chez Satan, c'était épatant, ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir des ménagements. Boris Vian, j'ai fait ce que je pouvais. Je n'ai certes pas le talent des interprètes qui ont tenté le coup avec, oui, avec davantage d'entraînement, il faut bien le dire aussi, de talent dans l'absolu, que votre serviteur. On n'est pas là pour se faire engueuler, on revient à Vian dans le cours de ce numéro.
Pauvre Boris. Je ne sais, renvoyez à votre entière appréciation. Je vous avais dit qu'on ferait, oui, pédale douce en que ce qui concerne la musique classique, l'opéra, la musique en général, pour en avoir pas mal traité dans des, oui, en séparé, mal, pas mal, oui, pour en avoir pas mal causé dans nos numéros précédents, vous aviez parfaitement saisi, je sais. Hein, je vous avais dit qu'on ferait un petit moment pédale douce avec ça, mais impossible de ne pas saluer le départ de notre José Van Damme national. À une époque, on disait à ce sujet national que les Belges les plus célèbres dans le monde, sur le plan international, les Belges les plus célèbres, mais attention, ça ne s'orthographiait pas, attention, nécessairement de la même manière. C'était des Van Damme. Il a donné son nom dans le domaine sportif, ce qui allait devenir le mémorial Ivo Van Damme, le sportif Ivo Van Damme, comme ensuite JCVD dans son registre cinématographique bien à lui et pour le chant lyrique José Van Damme qui vient de nous quitter à l'âge de 85 ans. Beaucoup avaient fait la découverte de notre baryton basse au film de 1988 de Gérard Corbiot, le film de mon compatriote Corbiot en 1988, Le maître de musique. Mais il faut bien se dire, quand on parle des différences de sphères sur le plan de la réception médiatique, on en a déjà parlé et on en recausera dans d'autres FF, c'est promis. Ce n'est pas le sujet à aborder en premier lieu qu'on cherche à aborder en premier lieu aujourd'hui. Avant toute chose, le salut à José, mais vous devez bien vous dire au besoin qu'avant de se rendre sur le tournage du maître de musique, il avait déjà participé à Je me contenterai, si j'ose dire, de donner ce cas de figure en collaboration avec Herbert von Karajan, puisqu'on en parlait de lui aussi il n'y a pas longtemps, rien qu'avec Karajan, au moment du maître de musique, 28 albums déjà, rien qu'en collaboration avec Herbert von Karajan, à son palmarès, José Van Damme. Et je vais vous montrer 2 CD audio, le premier dans quelques instants, le second en clôture de ce numéro. J'ai déjà écrit quelque part que oui, j'ai un très bon souvenir, de ma première projection du film de Corbiot en 88, accompagné de mes chers géniteurs. On avait passé un super moment, mais José Van Damme, pour moi, il reste avant toute chose l'homme de cette passion, de la passion de Guercœur, du chevalier Guercœur, qui renvoie à un opéra d'Albéric Magnard. Oui, l'opéra Guercœur, qui a été créé pour la première fois une vingtaine d'années après la mort du compositeur, dans les années 30 du siècle dernier, un an avant le tournage du maître de musique. À l'âge de 48 ans, un an plus tôt, José Van Damme s'était rendu en studio pour IMI en compagnie là de Michel Plasson, à la tête de l'orchestre symphonique du Capitole, pardonnez-moi, du Capitole de Toulouse, et pour partenaire dans le premier rôle féminin, Hildegarde Behrens. Je vais vous montrer ce CD de la collaboration Van Damme-Plasson autour de Magnard et le titre de l'opéra, le nom de ce chevalier. Nous allons parler un petit peu de cette passion de Guercœur qui a tant marqué votre serviteur à une époque. Je vous montre le double CD audio matériel IMI. Je ne pense pas que l'affiche soit très bien apparue avec ou l'illustration avec le chevalier. Vous pouvez demander en moteur de recherche. L'affiche avait été peinte, pardon. Oui, avait été peinte par Rochegrosse, ce peintre un peu démesuré qui a travaillé pour pas mal d'affiches, d'opéra aussi. Oui, Rochegrosse avait peint l'affiche de Guercœur. Albéric Magnard. Hein, on pourrait lui consacrer un numéro entier à lui tout seul et j'aurai l'occasion de revenir sur le détail et sur ce qui s'est passé hein, dans ce patelin de l'Oise où il résidait alors dans le manoir de son fils lorsqu'il a été aux prises avec des Hulans. On n'a jamais très bien su s'il avait été asphyxié par les
flammes dans l'incendie de son manoir par les soldats de l'armée du Kaiser ou s'il s'était tiré une balle. On reviendra sur les circonstances sur ce dossier dans un autre FF, mais c'est sûr que nous avons un artiste déjà dont la mort aura été considérablement héroïsée dans l'Hexagone après 14. Mais bon, si on laisse cet aspect de côté, hein, indicateur déjà d'une personnalité au sang chaud pour sûr, n'idéalisez peut-être pas trop l'Albéric en mode rebelle humaniste. Bon, hein, il pouvait avoir des convictions, hein, je n'ai pas dit qu'il n'en avait aucune, mais bon, je pense que c'était le fils du directeur du Figaro et son progressisme devait être davantage un anticonformisme. Il aimait bien faire chier son monde, à commencer par la société au sein de laquelle, la société dont il était issu, au sein de laquelle il avait pour une large part continué à évoluer, ceux qu'il ne pouvait pas piffer. Il aimait bien les faire chier, Albéric, raison pour laquelle, oui, d'autant plus vite il s'empressait de faire exécuter ses œuvres par des orchestres 100% composés, 100% féminins, ou alors de faire imprimer bien cher ses partitions sur des presses communistes. Hein, oui, c'était davantage de l'anticonformisme, mais nous reviendrons sur ce personnage pour sûr bien trempé et haut en couleur. On pouvait dire ça au passage au sujet de cette passion de Guercœur et la passion à proprement parler. On se rapproche, hein, je pense que ce serait bien. J'espère vous donner envie. Je vais faire là aussi de ce que je peux. Au départ, hein, il ne serait pas gratuit de tenir compte du fait, c'est assez singulier à épingler déjà, que sur le fond, cet opéra Guercœur, hein, créé en 1934, la partition avait flambé dans l'incendie du manoir avec son compositeur, mais heureusement, le grand ami de Magnard Roparts, Joseph Guy Roparts, et il devait rudement aimer le travail de son ami, rudement aimé son ami, il avait été en mesure, ses œuvres, de les restituer de mémoire. Et c'est lui qui fera le taf pour la création en 34 de Guercœur. Roparts, oui. Compositeur fameux aussi, hein. Joseph Guy Roparts. Cet opéra, Guercœur, sur le plan du fond, entendez philosophiquement parlant, il est largement basé sur la philosophie, sur la pensée d'Auguste Comte. Comte, si c'est nouveau, hein, si c'est la première fois pour vous, Auguste Comte, un penseur, un philosophe français, un penseur qui a commencé à s'exprimer peu de temps après la fin de l'époque napoléonienne, considéré comme le père du positivisme, le père de la sociologie, et, dans l'opéra, dans le livret. Alors, attention, hein, autant sa musique était très raffinée, en tant que librettiste, des fois, il est un peu brut, il est assez brut de décoffrage, ça reflète assez le tempérament du bonhomme, et vous aurez peut-être saisi à ce stade que cette œuvre, pour l'écouter sur toute son étendue, l'apprécier sur toute son étendue, texte et musique, il faut une certaine motivation, mais ne vous laissez pas décourager. Oui, le livret est parfois un peu brut de décoffrage, et vous avez des références quand il ne s'agit pas de citations ou de fragments de citations directes d'Auguste Comte. Oui, Auguste Comte, je vous disais, il a commencé à s'exprimer peu de temps après la fin de la période napoléonienne, et je peux vous montrer un bouquin de lui en format de poche que vous pourrez trouver en bouquinerie, mais là encore, oui, et plus encore, je tiens à vous mettre en garde, ne vous précipitez peut-être pas, il écrivait très mal. Sur le plan de la forme, je ne me prononce absolument pas sur le plan du fond, même si je sais que pour certains, rien que le simple fait de faire allusion ici, le simple fait
de prononcer le mot de positivisme et c'est parti pour le désabonnement. J'en suis navré, hein, si vous en êtes encore à ce stade, je n'ai pas dit celui du positivisme, mais de la connerie pure et simple, hein. Alors oui, je vais vous le montrer, ce bouquin, je ne dis rien sur le plan du fond, mais c'est notoire qu'il écrivait très très mal et d'ailleurs, rien que quand on passe, bon, ça n'apparaîtra pas bien, mais on pourrait s'amuser à faire défiler la disposition des caractères typographiques, rien que ça, très très peu de séparation dans le texte, très très peu de division en paragraphes. Et c'était sorti dans la collection Idées. Je vais vous montrer La science sociale, une édition qui doit bien remonter aux années, dans le détail, vous aurez l'année exacte en description, ça doit remonter aux années 60-70 du siècle dernier. De Comte, sa science sociale. Voyez, vous l'aurez vu passer si vous n'aviez jamais vu voilà, la bobine d'Auguste comme ça s'est fait. Et Auguste, il va revenir dans notre prochain numéro. Il en sera assez bien question. Je n'en dis pas plus pour le moment, hein. Il ne sera pas à proprement parler au centre de ce prochain numéro, mais il en sera pas mal question. C'est que j'aimerais redémarrer à partir, si ça vous dit, à partir de la semaine prochaine. Ce ne sera pas à chaque numéro, mais de façon assez régulière. J'aimerais bien réintroduire ma catégorie, vous savez, catégorie des livres oubliés, limite perdue, oui, pour sûr, les livres oubliés. Auguste aura quelque chose à voir avec ça, hein, à un moment donné. Oui, rendez-vous dans une semaine si ça vous dit. Quand je parlais des citations, dans l'opéra qui a été interprété, dont le rôle premier a été chanté, interprété par Van Damme, oui, en matière de citation d'Auguste Comte, vous avez déjà, oui, prévoir, savoir, prévoir, pouvoir, savoir, prévoir, pouvoir. On entend ça dans l'opéra à un moment donné, savoir, prévoir, pouvoir, la maxime où tu n'as aucun droit. Tu n'as pas un seul droit, tu n'as aucun droit, sauf celui de faire ton devoir. Alors, c'est qu'il a fait dans parlons un peu de l'histoire à présent, du chevalier Guercœur. Son devoir, il l'avait fait admirablement. Un gouvernement sans faille à la tête de son patelin. Lui, il avait libéré à un moment tout un peuple qui l'adorait, qui l'adulait, et puis, sans avoir eu le temps de faire des gosses, il est vrai, une mort soudaine. Entre-temps, une femme, un mariage merveilleux, mais voilà, une mort soudaine. Et vous devez vous dire que dans ce Moyen Âge assez, pour le moins singulier, utopique, positiviste de l'opéra d'Albéric Magnard, une fois trépassé, l'objectif, en gros, c'est pas de se retrouver de préférence au paradis, mais d'accéder à une forme, nous allons dire, de sommeil éternel. Ni Dieu, ni diable. Ah oui, ni l'un ni l'autre, surtout pas. Ni Dieu, ni diable, mais un sommeil, une paix éternelle. Et c'est là que commence la passion de Guercœur. Au départ, il n'est pas, hein, il ne peut pas se trouver au paradis, mais voilà, une fois trépassé, on le voit en compagnie d'autres défunts qui rapportent en gros leurs expériences de leur séjour parmi nous, hein. Nous sommes dans le premier acte, le prologue de cet opéra, et autour de lui, des figures assez allégoriques, hein. Ça peut, dans un premier temps, oui, cette façon de faire s'exprimer les unes après les autres, et puis dialoguer et prendre des décisions, ces figures allégoriques, ça peut peser. Je pense que la meilleure chose à faire serait c'était d'ailleurs il y avait un CD annexe au temps du CD audio où on vous mettait le livret. Au temps présent, on arrivera bien à trouver ça, je l'espère pour vous, à trouver en ligne le livret écrit par Magnard. Oui, c'est que vous avez à la fois, vous avez bonté,
Beauté, vous avez souffrance, l'ombre d'une femme, vous avez l'ombre d'une femme comme vous avez l'ombre d'une vierge et l'ombre d'un poète et puis d'autres ombres encore, qui s'ajoutent au tableau, et notre chevalier, il aimerait bien un petit peu, allez, rien qu'un petit peu, limite façon Capitaine Haddock, vous savez, si nous étions dans la science-fiction, il retournait un peu, rien qu'un petit peu, redescendre sur la Terre un tout petit temps, si on voulait bien le lui accorder. Et en dépit, il insiste tellement, il en fait tellement. Bon, pas qu'il chiale, non, ça non, tout de même pas, mais il en fait tellement. Hein, il se lamente à un tel point qu'en dépit des avis discordants entre, voilà, sagesse et beauté, et souffrance, en dépit des avis discordants, au bout d'un moment, en dépit des avis, différents, discordants, on lui fait: «Bon allez, vas-y, vas-y, c'est accordé, vas-y, vas-y seulement» et là, il de réaliser que tout est ce n'est pas peu dire royalement parti en couille. Son meilleur pote, hein, son fidèle compagnon de combat a pris le pouvoir pour exercer une dictature personnelle tout à fait infecte et il lui a raflé, lui raflant au passage sa fidèle épouse, et il lui reste à s'exprimer devant son peuple et là, on ne veut pas le reconnaître. «Non, c'est pas toi, tu vas pas nous raconter, on ne va pas se laisser prendre au jeu, c'est trop facile. Tu n'es pas Guercœur, ce n'est pas toi le chevalier Guercœur» et là, ça tourne mal et il se fait carrément massacrer, Guercœur. Hein, nous n'irons pas plus loin et même s'il n'y a pas que ça pour ce qui est de raisonner après écoute, y réfléchir à 2 fois, hein, quand on a envie de remettre le couvert, hein, mais il n'y a pas que ça sur le plan symbolique, il va sans dire. Oui, José Van reste pour moi avant tout l'interprète de Guercœur, même si cet opéra c'était à l'Opéra du Rhin l'an dernier. Là, on le verra peut-être en enluminure de ce numéro si nous arrêtons notre choix. Oui, en dernière instance, je pense que ce sera ça. Vous verrez Stéphane Degout, mmh, l'un des oui, qui ont pris un peu la relève de la génération de José, Stéphane Degout qui a joué, c'était dans le Grand Est en 2025, qui a repris, et très bien. Et vous avez l'intégralité du spectacle aussi. On peut facilement le trouver sur cette plateforme, avec de goût, dans le rôle de Guercœur. Il y a eu ça aussi l'an dernier, il est vrai. Mais Van Damme, pour moi, reste avant tout l'homme de Guercœur et d'un autre disque, le dernier qui apparaîtra. Je vais à présent, on va sortir un peu de la musique, façon de parler, d'une certaine manière, je ne sais. Je vais vous montrer un livre, une parution récente, dans le domaine de la philo, par quelqu'un qui était à la fois elle a beaucoup écrit sur Platon, sur Nietzsche, sur Freud. Elle était à la fois philosophe, si vous vous intéressez à Nietzsche, son livre, il y a son livre sur le comique dans l'œuvre de Friedrich, je vous le montrerai une autre fois. On parle de Sarah Kaufmann, oui, de feu Madame Sarah Kaufmann, on a réédité, elle a beaucoup écrit hein, sur j'ai cité Freud, Nietzsche, Platon, dont il est pas mal question dans ce livre réédité, ce livre d'elle réédité voici peu, et son titre chez Verdier pour la réédition. La première fois, c'était chez Galilée dans les années 1980. Sarah Kaufmann a fait le choix de nous quitter en 94 et oui, quand le thème de ce livre commence sans sortir,
Si vous la connaissez forcément, la résonance de ce titre au vu du choix, ne l'imitez pas, hein. Je ne dis pas et je ne peux pas, dire ça, ne l'imitez pas, mais oui, la résonance que ça a, tout de même, hein, si l'on songe à la façon qu'elle aura élue pour sa part de s'en sortir, pour sa part de l'existence, et c'est un dessin, un fragment de Goya en couverture. Je possède la vieille édition et Verdier l'a ressorti et s'est groupé avec un autre de ses écrits assez terribles en vérité. Ces paroles suffoquées. Aujourd'hui, je me contente de vous donc grouper chez Verdier. Vous avez Comment s'en sortir et les paroles suffoquées de Sarah et je vous montre la vieille édition. Comment s'en sortir? Le livre de Sarah Kaufmann, Comment s'en sortir? Oui, les apories. Qu'est-ce qu'une aporie? On peut voir ça comme un trou, comme un puits. Une fois que vous êtes tombé là-dedans, bon, comment on va faire pour en sortir? Et peut-on dire que Platon, hein, pour ne parler que de lui, il n'est pas question que de Platon là-dedans, bien sûr, pour parler en matière de philosophie, de la façon absolument la plus profane, la plus malhabile, si ça se trouve, mais pour Platon, hein, les manières de s'en sortir, les poros en grec, oui, aporie, et pour s'en sortir, fatalement, les poros, ces manières chez Platon, est-ce qu'on pourrait les définir comme des stratagèmes, comme des ruses, histoire de pouvoir, vous voyez, de l'obscurité jusqu'à la lumière? Pas besoin pour ça de vous faire un dessin, c'est sûr. Je vais vous lire un très joli fragment et qui, au besoin, une fois encore, fera office de rappel pour nous autres, cette fois en matière de mythologie, hein. Je pense que, oui, j'espère que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Le récit relatif à Prométhée et Épiméthée. On nous parle d'une hiérarchie qui avait été établie. Bon, on remonte en des temps cosmogoniques, hein, de création, de fondation du monde, de la terre, de l'homme, des espèces. Alors Prométhée, je lis le texte de Sarah Kaufmann. Prométhée, on le sait, est celui qui sauve l'espèce humaine. Prométhée est celui qui sauve l'espèce humaine de justesse en volant le feu auprès de Zeus pour libérer l'humanité au prix de son propre enchaînement. Contre la volonté de Zeus, il sauve les hommes de la mort, les délits de ces liens redoutables, et tel le philosophe du mythe de la caverne, les amène à la lumière du jour. Dans certaines versions mythiques, Prométhée est un double d'Héphaïstos. Comme lui, maître d'une magie libératrice, il crée la race humaine en animant la matière inerte. À la glaise mouillée d'eau qu'il modèle, il délie bras et jambes, insuffle vie et mouvement. De façon générale, il fait figure de lieur et de délieur. Pour Échille, il est celui qui apprend aux hommes à soumettre les animaux en les liant sous le joug et le harnais. Cette maîtrise des liens, il la doit à son intelligence retorse, à son astuce, à sa métisse. Je n'ai pas fait de grec, encore moins de grec ancien, mais ça doit donner quelque chose du côté de la ruse, du stratagème partant, hein. Cette maîtrise des liens, il la doit à son intelligence retorse, à son astuce, à sa métisse, à multiples facettes, à son sens de la prévision. L'art des pièges, des attrapes, des projets frauduleux est le propre de ce héros plein de ressources.
Pantophoros, oui, lui, Pantophoros, capable de frayer pour chaque situation nouvelle un nouveau Poros, à l'inextricable même, dit le Prométhée enchaîné, il est capable de trouver une issue. Son astuce extrême lui donne prise sur toute chose, même sur le temps. C'est dire que Prométhée est, par sa métisse, le rival direct de Zeus. Par ailleurs, il aide celui-ci lors de l'accouchement d'Athéna, la fille de Métis qu'il s'était incorporée. Cette fonction d'accoucheur rapproche sa figure de celle de Socrate, qui, par bien des traits, lui est étroitement apparenté. À la fin du Protagoras, on s'en souvient, il propose Prométhée en modèle à cause de son sens de la prévision. À bien d'autres égards, Socrate, qui lui aussi libère les hommes, pour les sortir de l'aporie, les conduire de l'obscurité à la lumière, qui les invite à se rendre semblables aux dieux, est un imitateur de Prométhée, Socrate. Si l'on se reporte au mythe du Protagoras, Prométhée y est décrit avant tout comme celui qui sauve la race humaine d'apories inextricables. Ce mythe est en effet le récit de la naissance des races mortelles. Il décrit la fabrication par les dieux de différents types, leur façonnement sous un mode artisanal par un mélange de terre et de feu, puis leur naissance à proprement parler, c'est-à-dire leur production à la lumière. Production à la lumière, leur sortie de l'intérieur de la Terre. Celle-ci est précédée d'une distribution de qualité appropriée à chaque type, commandée par les dieux à Épiméthée et Prométhée, exécutée seulement par Épiméthée. Épiméthée, l'imprévoyant, qui réserve à Prométhée le vigilant, le prévoyant, la tâche subalterne d'inspecter l'œuvre. Répartition du travail pour le moins inquiétante, qui laisse présager de nombreuses difficultés. Les apories, en effet, ne manquent pas de se présenter. Le principe de la distribution équilibrée des qualités aux diverses espèces se trouve réglé par la nécessité de les sauvegarder de la mort. La nécessité de les sauvegarder de la mort. Les qualités naturelles sont des naturelles entre guillemets chez notre auteur. Les qualités naturelles sont des machinations, des machines, des artifices destinés à assurer le salut de chaque espèce, à empêcher la disparition la disparition d'aucune d'elles en les prémunissant à la fois contre une destruction réciproque et contre les dangers extérieurs. La ruse d'Épiméthée, elle consiste à pourvoir chacune d'elles d'une nourriture appropriée et à faire en sorte que les espèces qui dévorent les autres aient une postérité peu nombreuse, que les victimes au contraire soient douées de fécondité. Fécondité. Telle est la ressource, la voie de salut, identique à celle inventée par Amour dans le banquet, la génération comme porose d'immortalité. Seulement, Épiméthée n'est pas parfaitement sage, ne voit pas aussi loin que son frère, et manque de mesure dans sa distribution. Voilà, vous, en quoi, hein, si vous, voilà, au besoin, vous irez lire la suite, ça se trouve dans ce Comment s'en sortir réédité de Sarah Kaufman. Oui, un autre CD audio, hein, José Van Damme encore, mais avant, je me disais que ce ne serait peut-être pas mal de vous présenter ma dernière découverte parmi les interprètes de la scène lyrique, mais une parenthèse. Oui, je tenais aussi à ceci une parenthèse. Ça pourrait intituler une séquence, désormais, à partir d'aujourd'hui, pas nécessairement dans chaque FF, hein, mais ça pourrait, dites-moi ce que vous en pensez, la meilleure. On appellerait ça la meilleure dans celle que j'ai pu entendre. J'ai vu passer quelque part au réveil aujourd'hui
aujourd'hui. S'il vous plaît, au réveil, comme Vian, comme l'autre tout à l'heure. Oui, Vian revient bientôt aussi. Ça tarde plus, il nous parlait de son réveil du côté de sa chair et tendre avant que ça ne tournât comme nous l'avons vu dans son histoire à lui. Mais ça, c'était sa M 3 petits points à lui aussi, hein, on va l'y laisser pour le moment. Boris, de ce côté-là, avant de le retrouver dans de meilleures conditions, dans quelques secondes, oui, j'ai vu, au lever, il m'a été donné de lire cette information selon laquelle, alors là, il faut vous activer, hein, si ça vous dit, il faudra vous activer, il faudra qu'on s'active, hein. Je ne dis pas le métier, la profession, on se contentera de dire pour activité celle d'écrivain. La date, l'année de péremption serait désormais fixée au regard de l'intelligence artificielle. Ou pas, je n'en sais trop rien, mais à mon avis, oui, c'était plutôt ça. Au regard de ça, 2030. Voilà. Donc, si on a envie si on souhaite, si vous souhaitez vous y mettre, il faudra qu'on s'active pour ça, ne plus, comprenez, ne plus trop traîner c'est un petit peu dans le même style de ce livre. Je n'en avais pas fait l'acquisition, hein, je n'ai pas les moyens de faire l'acquisition de tous les bouquins ne serait-ce que pour ce qui serait de retenir un tantinet, voilà, un tantinet mon attention. J'en avais vu un de bouquin qui était sorti et qui nous présentait le dernier lecteur de livres qu'on pronostiquait. L'auteur du dit bouquin le pronostiquait, et là, c'était 16 ans plus tard, en 2046, le dernier lecteur de livres au monde, le dernier lecteur de livres de la Terre. Dire que, bon, je ne vais pas vous la jouer en mode, pas sûr, de rester encore parmi vous, pas sûr d'être encore là dans 20 ans, je vais pas vous la jouer sur ce. Soyez rassurés sur ce mode-là, pas aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que j'y reviens tout de suite aussi, je ne suis pas sûr que ça me motive des masses de voir si les choses tiennent encore un tant soit peu debout. Alors, je ne suis pas sûr d'être terriblement motivé pour ce qui sera d'assister au spectacle au spectacle non pas de notre opéra, ou de la, oui, comment appeler, de la théogonie, hein, de la création de tel ou tel récit de création, mais simplement de l'évolution. Où on en sera dans une vingtaine d'années, dire au regard de ça, qu'est-ce qu'on veut dire déjà? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu appelles, hein, on faisait allusion à l'autre, à Socrate, et qu'est-ce que tu appelles dans le fond le dernier lecteur de livres au monde? Je ne pose pas même la question, qu'est-ce que tu appelles le dernier? La disparition de l'activité d'écriture, d'écrivain, qu'est-ce que tu appelles le dernier lecteur de livres au monde? Est-ce que tu entends par là, est-ce qu'il faut entendre la disparition définitive, oui, la disparition totale du livre sur support imprimé, ou alors la disparition totale, ce qui serait une disparition définitive de toute forme d'intermédiaire entre l'activité de ce qui nous resterait là-dedans et l'intelligence artificielle. Oui, de la disparition de tout intermédiaire entre les deux, je ne sais trop, et pour tout vous avouer, hein, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein, sans abus, et en restant courtois si jamais on a des points de divergence, hein, en restant courtois. N'hésitez pas, dans l'absolu, n'hésitez pas à réagir en partie comment. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de retour de temps en temps, comme ce fut le cas pour nos numéros précédents. Bah oui, merci
aux intervenants en question, aux intervenants en partie comment. De quoi je vous parlais là, par rapport à oui, qu'est-ce que tu appelles le dernier lecteur de livres? Est-ce que ce sera votre serviteur? Je ne sais pas. Dans 20 ans, en 2046, le dernier lecteur de livres au monde. Oui, je voulais vous dire que je ne suis pas sûr. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais je ne suis pas sûr de tenir quelque chose qui, pour un débat, me passionne tellement pour nos numéros à venir. C'est cette question-là du dernier lecteur de livres on pourra revenir sur la disparition de l'activité d'écrivain, même si j'avais déjà, oui, je l'ai déjà fait d'une certaine manière. Je mettrai en lien ce vieux numéro que j'avais intitulé, car si vous dites ça, hein, oui, vous dites ça, que ça va disparaître l'activité d'écrivain. Comment se fait-il c'était le titre de notre numéro. Hein, j'avais entendu ça dans la bouche de notre ami Émeric Monville, éditeur de profession, sachant plutôt bien de quoi il parle dans son domaine à lui, de l'édition. Le problème, disait-il, et je m'étais empressé d'acquiescer, il va sans dire, c'est qu'il y a plus de personnes qui écrivent que de personnes qui lisent de nos jours. Il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Ça avait déjà été le thème central d'un de nos numéros qui s'appelait comme ça. Je ne suis pas sûr que ça me passionne. Si pas l'histoire des 2030, l'histoire des 2046, avoir appris à lire en 1978 pour, si je suis, s'il se trouve que je suis toujours parmi vous en 2046 pour assister à ça, hein, en 2046, j'entends souvent répéter de façon de plus en plus, hein, la manière avec laquelle on s'y fait d'envisager cette espèce de terminal informatique et comme étant pour terminal celui de l'aventure humaine sur la Terre, l'intelligence artificielle qui serait, comprenez, l'horizon indépassable, cet horizon indépassable tout du moins de la pensée, ce qui n'est pas rien quand je dis tout du moins de l'aventure, là, de la pensée humaine, hein. C'était bien la peine d'adresser le reproche d'avoir envisagé les choses de la sorte ou d'accuser d'avoir envisagé de la sorte certains courants historiques, un certain courant de pensée historique, de leur avoir reproché de s'être posés comme ça, avec rage, des fois, pour ce qui était de leur reprocher, c'était bien la peine car ce sont souvent les mêmes, encore une fois, qui, dans la minute qui suit, nous dresse sur ce mode apologétique, ce stade terminal, ou si vous préférez, tout du moins, cet horizon indépassable désormais de notre pensée humaine, que serait l'intelligence, que serait cette boîte, l'intelligence artificielle, que je n'ai pour ma part, et je ne demanderai pas de médaille pour ça par l'intermédiaire d'un camarade ou l'autre. Ça a pu arriver, oui, ça a dû arriver, mais à titre le plus strictement personnel, je n'ai pas encore le souvenir d'avoir sollicité ChatGPT dans le caniveau ou je ne sais qui, de cet acabit, hein, et oui, pour en finir avec 2046, si vous me suivez, je ne suis pas sûr d'être très stimulé. Ça, si les choses tiennent encore un tant soit peu debout, ça va donner quoi? Au rythme où on est parti, où il m'est donné d'observer en mode innocent ou pas les choses au quotidien. Si vous me suivez, vous le savez. Je ne les porte pas dans mon cœur, celles et ceux que vous pourfendez dans ce quotidien sur YouTube, et pas seulement que vous pourfendez en les désignant, hein,
Avec un certain manque de bonne foi des fois, mais laissons ça en les désignant comme et je mets les guillemets, en les désignant comme des progressistes. Ces progressistes-là, vous le savez, je ne les porte pas non plus dans mon cœur, mais au rythme où c'est parti, voilà, on est parti vers quoi? Une espèce de néo-Moyen Âge, de néo-médiéval, mais les néos, vous savez, moi j'ai commencé dans les bouquins de chevalerie, hein, avec le Moyen Âge. Le Moyen Âge, Moyen Âge, et je suis partant pour assister, façon de parler, mais je suis partant pour assister à tout, sauf à ça, pour avoir débuté comme ça, et alors on se retrouver au bout du compte en 2046 dans une espèce de techno Moyen Âge, avec ou sans des accents chicagolais ou californiens ou même texans ou même new-yorkais ou même teutons, je ne sais. Allez, bon oui, mais pour sûr, hein, comme c'est en train de ça, j'en sais tout doucement dans les cœurs et dans les têtes, hein. Et je ne condamne pas, je dis que j'observe. Voilà, c'est pas parce que les autres, je les porte pas dans mon cœur que j'ai envie, pour ma part, de suivre sur ce mode, s oui, d'embrayer avec quelque chose qui risquerait de nous faire déboucher sur, oh, pas l'utopie médiévale de Guercœur, mais autre chose et une espèce de techno-féodalisme qui, oui, certains utilisent déjà le terme dans le contexte de leurs exposés à eux, mais on pourrait peut-être dire ça aussi, cette espèce de néo-Moyen-Âge qui n'aurait pas les charmes, ce côté de Moyen-Âge, oui, nouveau, aérien, que je m'étais surpris des fois à décrypter. Vous allez frémir, eh bien, vous frémissez sur certaines, oui, l'une ou l'autre jolie peinture. Il y en eut aussi l'une ou l'autre jolie, peinture, de la Russie soviétique des années 20 ou même des années 30 du siècle dernier, certaines visions comme ça, hein, de plongée, de contre-plongée, ou en allant chez Eisenstein, hein, chez les chevaliers en mode Eisenstein. Hein, ce techno féodal-là n'aurait donc s'il n'a pas même ces charmes-là en mode soviétique, franchement ça m'intéresse pas. Ça non, pas même ça, alors là, ça m'intéresse pas du tout, du tout, et avant de vous montrer le dernier disque de José Van Damme, je vous avais dit que, oui, je il y a cette cantatrice dont j'ai fait la découverte dans le courant des 15 derniers jours et c'est extraordinaire. Alors, une fois encore, ne me faites pas dire, hein, elle est très jolie, elle a tout pour elle artistiquement et pas seulement sur mais elle a tout, pour elle, mais il est vrai qu'elle est d'un type tout de même très, très différent du type de chanteuse, d'artiste, de cantatrice par lesquels votre serviteur se laisse, oui, la majorité, l'extrême majorité du temps, pour ce qui est de se faire envoûter. Elle a un type, il est vrai, un type de charme, pour sûr, très, très différent. De ce dont j'ai l'habitude dans ce registre du lyrique, Agathe Perra. Elle s'appelle, son prénom c'est Agathe et elle vous chante aussi bien le second air de la Reine de Nuit de la flûte enchantée de Mozart qu'elle vous chante du Vian. Voilà, on y est de nouveau, qu'elle vous chante du Boris Vian. Et je peux vous renvoyer, ça doit être l'équivalent d'un mini-album, d'un EP, d'un hippie, si vous préférez. Et là, je peux vous donner, car notre texte d'ouverture en fait partie, les titres enregistrés par Agathe avec d'autres artistes. Ça s'appelle La Symphonie de Poche, Boris Vian, L'écumeur des nuits. Ben oui, hein, l'écumeur des nuits. Et vous avez Envole-moi, comme à ne pas confondre avec Envole-moi Gigi Goldman, hein, Envole-moi Boris Vian, rien à voir. La Java des Pussycat, la Java aussi des bombes atomiques, et on n'est pas là pour se faire engueuler. C'est là-dessus aussi, Agathe Perra, hein, et vous trouverez d'autres albums d'elle avec notamment un autre album plus long, plus consistant, avec encore
du Boris Vian ou renseignez-vous. Voilà, j'apprécie énormément ce qu'elle fait, son éclectisme. Je me sens quelque part désarmé d'ailleurs devant tant d'éclectisme. Oui, l'air de La Reine de Nuit, comme du France Gall, poupée de cire, poupée de son. À une époque, elle se produisait en solo en s'accompagnant d'un ukulélé. J'adore ce côté toujours inattendu, toujours imprévisible, mais toujours aussi pour le meilleur, hein, à ce que j'ai pu constater jusqu'à présent. Et Agathe, oui, Agathe Perra, Peyrat, ce sera son patronyme sera repris aussi en partie description. Et si ça vous dit, j'ai découvert 2 chaînettes, pas mal du tout sur cette plateforme. Pour commencer, toujours en musique, ça s'appelle, La Boîte à Pépites. Bravo aux personnes, qui ont eu cette initiative de La Boîte à Pépites, et vous pouvez trouver des tas, d'extraits, de singles, si on s'abandonnait à ce terme dans la langue de Shakespeare pour désigner toute une série, d'enregistrements, de productions one shot, de titres, isolés, comme vous voulez. Je pense que vous avez compris, d'un tas de compositeurs différents qui ont en commun, d'être des femmes compositeurs. Oui, une chaîne entièrement consacrée à la découverte ou redécouverte en besoin, des femmes compositeurs. Des compositeurs femmes dans le sens que, vous voulez, la boîte à pépites, ça a dû voir le jour il n'y a pas très longtemps. Là, il y a aussi de l'accompagnement musical de temps en temps. On peut entendre résonner quelques notes de temps en temps, mais c'est de la présentation de textes poétiques et aussi de fragments de contes et légendes de différentes contrées, hein, et ça s'appelle L'Oiselle emplumée. Oui, si ça vous dit d'aller faire un tour, L'Oiselle emplumée, poésie, contes et légendes. Ben, nous sommes dans les temps. C'est parfait, j'aime bien quand on est dans les temps comme ça, qu'on excède, pour ainsi dire, pas la durée d'une heure classique dans l'enseignement de plein exercice. Certains sont peut-être en train de le répéter en chœur, hein, devant leur écran d'ordinateur, ou alors je rêve, je me fais des illusions, hein. J'aurais pu ajouter ça il y a quelques instants au sujet de ces prophéties sur l'an 2030, l'an 2046, le dernier écrivain, le dernier lecteur. Richard Millet avait déjà écrit son livre au début des années 2000. Le dernier écrivain, ça existe déjà, oui. Le dernier écrivain, par monsieur Richard Millet. J'aurais pu ajouter que par rapport à ça, la semaine dernière, oui, je vous avais rappelé les raisons qui ont fait que j'ai été amené à m'exprimer sur cette plateforme YouTube, hein, au regard de certains de mes antécédents, au regard d'aventures antérieures. Pourquoi un jour je me suis retrouvé à poster ma première vidéo, même si des fois je me dis que peut-être que je me gourre, hein, vous pouvez me contredire, hein, vous pouvez me contredire, c'est pas interdit, mais j'ai souvent le sentiment que les personnes qui s'intéressent, en dépit de mon souci de la variété, hein, dans le registre, dans la palette, oui, la palette de lecture que je m'efforce de vous présenter, de renouveler au fil de mes numéros. J'ai l'impression que la plupart des personnes aujourd'hui qui s'intéressent à ce genre de bouquins, bon, ne viennent pas ou plus sur cette plateforme YouTube, et les autres sans aucun jugement de valeur, même si, oui, j'aimerais bien, j'en rêve des fois, là aussi, si je peux arriver à éveiller en ces temps présents la curiosité de l'une ou l'autre, ou de l'un ou l'autre. Si je peux, contribuer à ça, mais je suis conscient que sans aucun jugement de valeur,
Oui, en ce qui concerne les autres qui, comprenez, qui sont assidus ou relativement assidus à la fréquentation de YouTube, qui nagent, pour ainsi dire, ou qui nagent eux aussi dans la vidéosphère, de plus en plus dans la vidéosphère, je ne sais pas s'ils sont terriblement, s'ils ont tellement envie de faire l'effort, ne serait-ce que d'essayer de conceptualiser une émission comme la nôtre, et un lecteur de livres, espèce en voie de disparition nettement, à présent nettement ou pas, hein, en mesure de conceptualiser tout ça. Je ne crois pas. Oui, de l'autre côté, je ne crois pas. Bon. Oui, José Van Damme, avant de nous quitter et de vous lire encore un petit texte pas bien long, je sais que j'aime José Van Damme, pour moi, il reste, comme je le dis, Guercœur, la passion de Guercœur, mais aussi Don Quichotte, l'homme de la Mancha. José aura aussi bien interprété l'homme de la Mancha de Jacques Brel que, oui, la création de Brel des années 70 du XXe siècle, cette comédie musicale, L'homme de la Manche, que l'opéra, où il a eu pour partenaire Teresa Berganza, ça doit se trouver facilement, le Don Quichotte incarné à l'opéra dans un registre là nettement plus lyrique, oui, plus dans la tradition du grand opéra littéraire ou historique, historico-littéraire à l'ancienne. Le Don Quichotte de José Van Damme, les enregistrements pour les deux sont disponibles, mais ce n'est pas tout, hein. Et il a également enregistré sur un double album, également chez EMI. Je l'ai posé, il ne doit pas être. Il est là. Voilà, Jacques Ibert, le double album, la double compile, on peut dire ça, oui, la double compile, toute une collection de compiles de compositeurs français et autres qui étaient sortis dans la première décade de ce siècle chez EMI. Ça vous dira sûrement quelque chose. Et ici, c'était dans cette collection chez EMI, Ibert. Oui, double album de Jacques Ibert, 1890-1962, compositeur lui aussi de sa personnalité très éclectique, hein, terriblement varié dans sa création avec des œuvres phénoménales, époustouflantes, comme ses tropismes pour des amours imaginaires, tropisme pour des amours imaginaires. Et sur le même album, pour retomber sur José, pour revenir à José, bien sûr, les quatre chansons, les quatre chansons de Don Quichotte de Jacques Ibert, avec José Van Damme qui les interprète en baryton, accompagné de l'orchestre de Lyon sous la direction de Ken Nagano. Vous irez écouter ça, vous procurez ça en fonction de vos habitudes, de vos façons de procéder, habitudes de consommation, comme vous voulez, par le moyen que vous préférez. Et je vais vous lire une des quatre chansons pour terminer, une des quatre chansons qui ont été interprétées. Ça ne vaudra pas José Van Damme non plus, il va sans dire, mais la chanson de Don Quichotte, plus exactement, la chanson de la mort de Don Quichotte, c'est un texte écrit par Alexandre Arnoux, mis en musique par Jacques Ibert. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Et pas interdit de s'abonner, de nous partager, de réagir du moment que ça reste courtois. En comment, comme je l'ai dit, ne pleure pas. Voilà notre texte de clôture. Et encore merci à tous pour José Van Damme, entré dans la légende des plus grands, hein. Matti Talvela, il y eut Matti Talvea. Avant Matti, il y avait eu. Comment s'appelait-il? Oui, le russe. Ah ben oui, le Chaliapine. Fyodor Chaliapine, Talvela. Fischer Disco aussi, hein, même s'il s'était forcé de rester toujours discret à sa manière. Et c'était aussi, je dois dire, dans la façon de faire aussi peu star que possible, aussi peu démonstratif que possible,
Mais qu'est-ce qu'il crevait, l'écran, les planches, la toile et tout ce que vous voulez. José, en dépit de ça. Ouais, il crevait littéralement. Alors encore merci à tout pour lui. À notre chevalier, José Vandamme. Ne pleure pas, Sancho. Ne pleure pas, mon bon, ton maître n'est pas mort. Il n'est pas loin de toi, il vit dans une île heureuse, où tout est pur et sans mensonge. Dans l'île enfin trouvée où tu viendras, un jour, tu viendras dans l'île désirée. Oh mon ami Sancho. Dans l'île enfin trouvée, les livres. Les livres sont brûlés et font un tas de cendres. Les livres, si tous les livres m'ont tué, il suffit d'un pour que je vive. Si tous les livres m'ont tué, il suffit d'un pour que je vive. Fantôme dans la vie et réel dans la mort. Fantôme dans la vie, réel dans la mort. Tel est l'étrange sort du pauvre Don Quichotte. Merci encore à vous. À bientôt.